Et si l'un des riffs les plus influents de l'histoire n'était au départ qu'une blague. Salut mes petits riffologues, bienvenue dans Riffologie Culte, l'émission où l'on dissèque les riffs les plus mémorables de l'histoire de la guitare. Aujourd'hui, on s'attaque à une déflagration qui a redéfini les lois de la physique avec 6 cordes. And Talking About Love de Von Halen. Prêt? Alors, affûtez vos médiators, musclez vos petits doigts, ouvrez grand vos oreilles. Ça va riffer. Nous sommes en 1978 et les États-Unis traversent une période de grisaille. On est loin de l'euphorie. Le pays a la gueule de bois. La guerre du Vietnam est terminée, mais ses cicatrices sont partout. Le scandale du Watergate a brisé la confiance envers le pouvoir. Le président Jimmy Carter fait face à une crise énergétique qui n'en finit pas et à une inflation qui galope. C'est ce qu'on appelle le malaise américain. Le pays est frappé par la stagflation, ce monstre économique qui mélange stagnation et inflation. Pour la première fois dans l'histoire moderne du pays, l'Américain moyen doute. Il commence à croire que ses enfants vivront peut-être moins bien que lui. On fait la queue des heures aux stations-service à cause des chocs pétroliers. L'Amérique, autrefois locomotive triomphante du monde, se sent soudain impuissante, à l'arrêt, comme un moteur géant qui s'essouffle. Les gens cherchent à s'évader de cette atmosphère pesante. On entre dans l'ère de la Me-Generation. C'est un terme popularisé par l'écrivain Tom Wolfe, qui définit parfaitement ce basculement culturel. Après l'activisme collectif des années 60, les Américains se recentrent sur eux-mêmes. On ne cherche plus à sauver la planète. On cherche son propre épanouissement. Le plaisir ici et maintenant. C'est le règne de l'hédonisme, une forme de légèreté nécessaire pour oublier la noirceur des journaux télévisés. À Pasadena, dans la banlieue de Los Angeles, le décor est celui de la carte postale, palmiers et ciel bleu. Mais derrière les clôtures, la jeunesse bout. C'est la culture des backyard parties. Comme la vie est chère, on loue une sono, on branche les amplis dans son jardin et on transforme les quartiers résidentiels en zone de fête sauvage. C'est un monde de compétition féroce où le DI, ou do it yourself, devient une règle de survie. Le DI, c'est l'éthique de la débrouille. Puisque le marché ne propose pas ce dont tu as besoin, ou que tu n'as pas les moyens de te le payer, tu le fabriques. Pour comprendre Van Halen, il faut comprendre la culture hot rod. En Californie, depuis les années 50, les kids récupèrent des vieux châssis de Ford T pour y greffer des moteurs V8 surpuissants. On dépouille, on allège, on booste. C'est cet esprit qui sature Pasadena. Le DI n'est pas un passe-temps, c'est une religion de la performance. Si le monde ne te donne pas la vitesse que tu veux, tu la construis toi-même dans ton garage. Eddie Van Halen ne sera pas un guitariste, il sera un mécanicien du son. Pendant que le pays doute, la culture populaire réclame des sauveurs. En 1977, Star Wars a tout emporté. Et en 1978, Superman s'apprête à faire croire au monde qu'un homme peut voler. Le public délaisse le réalisme sombre pour le spectaculaire et l'invincibilité. Parallèlement, une nouvelle obsession apparaît. Le culte du corps et de la performance. C'est l'époque du jogging et du bodybuilding triomphant.
Van Halen arrive exactement sur cette fréquence. Une musique athlétique, technologique, colorée et surtout surhumaine. Qu'est-ce qu'a demandé un mec bodybuildé? Ouais, alors Mr. Loud, pour les bras, c'est pas trop mal. Mais alors, par contre, va falloir faire quelque chose pour les abdos Cronenbourg, hein. La télévision, elle propose un autre remède, la nostalgie. La série la plus populaire s'appelle Happy Days. On a besoin de se souvenir d'une Amérique simplifiée. Celle des années 50, avec ses blousons de cuir et ses sourires sans arrière-pensée. On regarde le passé parce que le présent est trop complexe. On cherche un héros qui ramènerait de l'énergie et une forme de magie. C'est dans ce climat de tension et d'envie d'explosion que Van Halen va poser sa bombe. Pour bien comprendre le choc Van Halen, il faut regarder ce qui sort dans les bacs des disquaires cette année-là. C'est une année de transition fascinante. Les anciens se battent pour rester dans la course. Les Rolling Stones sortent Some Girls. Ils ont compris la menace et injectent du disco et du punk dans le rock pour prouver qu'ils ne sont pas finis. AC/DC publie Power Edge, une décharge d'énergie brute avec Bon Scott qui montre que le rock pur et dur a encore faim. Mais de nouvelles têtes apparaissent. Dire Straits sort son premier album avec Sultans of Swing. C'est le triomphe de la Stratocaster propre, du toucher au doigt de Mark Knopfler. C'est l'opposé total d'Eddie, mais c'est tout aussi nouveau. The Police arrive avec Outlandos d'amour et mélange le punk avec le reggae. Tandis que The Cars invente la synthèse parfaite entre le rock et la new wave avec leur premier album éponyme. On sent que les cartes sont redistribuées. On cherche des nouvelles sonorités plus sèches, plus nerveuses, plus modernes. Van Halen s'inscrit parfaitement là-dedans. Ils ne sont pas un vieux groupe de blues rock de plus. Ils sont l'évolution technologique du genre. En 1978, la musique est un champ de bataille. Deux camps semblent avoir pris le contrôle des ondes. Et ils ne se parlent pas. D'un côté, il y a la déferlante disco. Saturday Night Fever est sorti fin 77 et le monde entier ne jure que par les Bee Gees. C'est brillant, c'est produit. C'est une musique de club où l'image compte plus que le riff. C'est la bande-son parfaite pour oublier le malaise en dansant sous des boules à facettes. De l'autre côté de l'Atlantique, Londres vient de finir de brûler avec le punk. Les Sex Pistols se sont séparés en janvier 78, mais l'onde de choc est là. No future. Le punk a déclaré la guerre à la technique. Pour les punks, les guitares héros des années 70 sont des dinosaures à abattre. Ils prônent la simplicité brute, la haine de la virtuosité et l'urgence absolue. Et au milieu, les géants du rock sont fatigués. Led Zeppelin est à l'arrêt, Black Sabbath se déchire et le hard rock commence à sentir la poussière. La place du guitar héros est vacante. On pense que la guitare électrique a déjà tout dit. C'est là que l'anomalie Van Halen surgit. Ils ont la technique des dieux du stade, mais ils ont l'arrogance, la vitesse et l'énergie du punk. Ils ne chantent pas la fin du monde, ils chantent la fête. Pour Van Halen, la guitare n'est pas un monument historique, c'est un jouet high-tech. Ils sont la troisième voie, un rock qui respecte l'héritage, mais qui l'accélère à une vitesse que personne n'avait prévue. Dans les collines d'Hollywood, il existe un endroit qui ne ressemble pas vraiment à un studio mythique. Pas de façade glamour, pas de marbre, pas de néon. Vu de l'extérieur, on dirait presque un atelier industriel banal. Pourtant, derrière cette porte se cache l'un des laboratoires les plus célèbres de l'histoire du rock. Le studio 5150.
C'est ici qu'Eddie Van Halen passait l'essentiel de sa vie. Des guitares cabossées reposaient un peu partout, des manches d'instruments pendaient au mur, et des piles de bandes et d'idées musicales envahissaient les étagères. L'endroit avait l'air désordonné, mais pour Eddie, c'était un sanctuaire. Quand les journalistes arrivaient pour l'interviewer, Eddie les accueillait souvent avec un sourire malicieux, respirait profondément l'air du studio et lançait avec son humour rauque « Ça sent le travail ici !» Et du travail, il en faisait. Des heures entières, parfois des journées entières. Il composait, enregistrait, bricolait ses guitares, expérimentait sans cesse. Mais pour comprendre comment cet homme est devenu l'un des guitaristes les plus influents de tous les temps, il faut remonter bien avant les amplis Marshall et les solos incendiaires. Il faut revenir à l'Europe d'après-guerre. L'histoire commence aux Pays-Bas. Le père d'Eddie, Jan Van Halen, est un musicien professionnel, saxophoniste et clarinettiste. Il a joué dans des orchestres de jazz à travers l'Europe. La musique est son métier, sa vocation. Après la Seconde Guerre mondiale, il part travailler en Indonésie, alors encore sous domination néerlandaise. C'est là qu'il rencontre Eugenia, une femme d'origine indonésienne et hollandaise. Ils se marient en 1950. Mais le monde change vite. L'Indonésie devient indépendante et les tensions contre les Néerlandais se multiplient. Le couple décide de retourner en Europe. C'est à Amsterdam que naissent leurs deux fils. Alex Van Halen en 1953, puis Eddie en 1955. Pourtant, la famille ne trouve pas vraiment sa place aux Pays-Bas. Eugenia subit un racisme constant à cause de ses origines asiatiques. Et les enfants ne sont pas épargnés. Alors les Van Halen prennent une décision radicale. Ils quittent l'Europe. En 1962, la famille embarque pour les États-Unis. Ils n'ont presque rien. Quelques valises, un peu d'argent et un objet étonnant pour des migrants fuyant la pauvreté. Un piano. Pourquoi transporter un piano à travers l'océan quand on n'a presque pas de quoi vivre? Parce que les parents d'Eddie ont un rêve. Ils veulent que leurs enfants deviennent musiciens classiques. Pendant le voyage en bateau vers l'Amérique, la famille doit déjà se débrouiller pour survivre. Yann joue de la musique pour les passagers et les deux enfants participent. Eddie se souviendra plus tard de cette époque avec un humour un peu amer. On était comme un numéro de foire, un spectacle d'enfants musiciens. Son père passait un chapeau parmi les passagers pour récupérer quelques dollars. C'est ainsi que commence la vie américaine des frères Van Halen. La famille s'installe à Pasadena, en Californie. Mais le rêve américain commence difficilement. Yann ne parle presque pas anglais. Il accepte tous les petits boulots possibles. Plongeur, concierge, manutentionnaire. Parfois, il doit marcher plusieurs kilomètres pour aller travailler, parce que la famille ne peut même pas se payer un vélo. À l'école, Eddie et Alex vivent une autre épreuve. Ils ne parlent pas la langue. Ils sont différents. Et finalement, ils vivent le même racisme qu'ils ont fui en quittant les Pays-Bas. Et deviennent des cibles faciles. Eddie racontera plus tard que certains élèves déchiraient ses devoirs ou l'obligeaient à manger du sable dans la cour de récréation. Ironiquement, ce sont les élèves noirs de l'école qu'ils défendent. Ces expériences marqueront profondément Eddie. Derrière le sourire qu'il affichera plus tard sur scène, il gardera toujours une certaine fragilité sociale. Mais il existe un refuge, la musique. Comme leurs parents l'avaient décidé, les deux frères commencent une formation musicale sérieuse. Leur professeur est un pianiste formé au Conservatoire impérial de Saint-Pétersbourg.
Un homme sévère, qui ne parle pas un mot d'anglais, et qui garde toujours une règle à portée de main pour corriger les erreurs. La discipline est stricte, et Eddie se révèle exceptionnel. Il remporte plusieurs concours de piano, battant parfois des milliers d'autres élèves. Mais il y a un détail incroyable. Eddie ne sait presque pas lire la musique. Il observe simplement les mains du professeur et mémorise les morceaux à l'oreille. Les juges parlent de son interprétation originale de Mozart. En réalité, Eddie y ajoute déjà sa touche personnelle. Au début de leur adolescence, les deux frères commencent à explorer d'autres instruments. Alex joue de la guitare flamenco. Eddie, lui, s'intéresse à la batterie. Mais un jour, tout change. Pendant qu'Eddie fait sa tournée de journaux pour gagner un peu d'argent, Alex s'entraîne sur sa batterie. Et lorsqu'Eddie rentre à la maison, il entend le solo de batterie de Wipeout et réalise que son frère joue désormais mieux que lui. Alors Eddie prend la guitare d'Alex et décide de changer d'instrument. Personne ne le sait encore, mais ce moment marque le début de l'histoire de Van Halen. Dans les années 60, le rock explose. Eddie découvre les Beatles, The Kings, The Dave Clark Five. Mais celui qui va réellement transformer sa vision de la guitare est Eric Clapton. Notamment lorsqu'il joue dans Cream. Eddie devient obsédé par le son de guitare. Il passe des heures à essayer de comprendre comment ces musiciens obtiennent cette saturation chaude et puissante. Alors il fait quelque chose de simple. Il tourne le volume de son ampli à fond et découvre la distorsion naturelle. Eddie n'est jamais satisfait de ses instruments. Les guitares Fender ont le vibrato qu'il aime. Les Gibson ont le son qu'il recherche. Mais aucune guitare ne possède les deux. Alors Eddie fait quelque chose d'inédit. Il décide de fabriquer sa propre guitare. Il achète un corps de Stratocaster bon marché, installe un micro humbucker Gibson, modifie l'électronique et assemble lui-même l'instrument. La guitare est bricolée, imparfaite, mais elle possède exactement le son qu'il cherche. Pour masquer les cavités inutilisées, Eddie ajoute une plaque de plastique. Puis il peint la guitare avec un motif de bande noire et blanche. La Frankenstrat est née. Pendant ces années, Eddie travaille également sur une technique qu'il garde secrète. Une technique qui consiste à utiliser la main droite directement sur le manche de la guitare. Le typing. Cette technique lui permet de jouer des intervalles impossibles à la vitesse de l'éclair. Sur scène, il n'en montre que des fragments. Personne ne comprend vraiment ce qu'il fait. Mais au fait, est-ce que c'est vraiment Van Halen qui a inventé le typing ? Tout le monde croit connaître le point de départ, le 10 février 1978. Un morceau d'1 minute 42 secondes, intitulé « Éruption », explose sur les ondes. Un gamin de Pasadena, Eddie Van Halen, vient de lâcher une bombe atomique technique, le typing. Pendant des décennies, on a cru qu'Eddie était le premier homme à avoir eu l'idée de marteler son manche avec la main droite. Mais si je vous disais que cette technique est en réalité une vieille dame qui se cachait dans l'ombre bien avant la naissance du rock. Bien avant l'électricité, les virtuoses cherchaient déjà à dépasser les limites physiques de leurs instruments. On raconte que Niccolo Paganini, le violoniste du diable, utilisait déjà des techniques de pizzicato de la main gauche combinées à des percussions sur les cordes qui s'apparentaient étrangement au typing moderne. Sur la guitare classique, dès le XIXe siècle, certains compositeurs demandaient aux interprètes de frapper les cordes pour obtenir des notes sans utiliser la main droite pour pincer.
C'était embryonnaire, mais l'idée était là. La guitare n'est pas qu'un instrument à cordes pincées. C'est aussi un clavier. Dans les années 30 et 40, des musiciens de jazz et de country commencent à explorer ce piano à 6 cordes. Jimmy Webster, dans les années 50, publie une méthode intitulée Touch System. Il ne gratte pas les cordes, il les tape. C'est le premier à théoriser le typing à 2 mains. En 1965, Vittorio Camardese, ce radiologue italien, passe à la télévision et laisse tout le monde bouche bée. Sur une guitare classique, il joue du jazz avec une technique de typing à 2 mains d'une fluidité incroyable. À l'époque, c'est une curiosité de foire, pas encore une révolution. Avant la déferlante Van Halen, quelques explorateurs sentent que quelque chose se prépare. Steve Hackett de Genesis, sur des morceaux comme Dancing with a Moonlight Night, utilise le typing pour créer des cascades de notes oniriques. Mais Hackett le fait de manière très classique, presque comme un clavecin. Harvey Mendel de Kenneth Head est l'un des premiers à utiliser le tapping de manière plus sauvage, plus électrique, dès la fin des années 60. Alors, qu'est-ce qu'Eddie a fait de plus ? Il ne l'a pas inventé, il l'a incarné. Eddie a transformé une technique gadget en un véritable langage. Pour lui, le tapping n'est pas une démonstration de force, c'est une extension de son jeu mélodique. C'est son passé de pianiste qui remonte à la surface. Il traite le manche comme un clavier. Il y ajoute le brown sound, le vibrato, les harmoniques artificielles et surtout une joie féroce. Le typing d'Eddie n'est pas froid, il est solaire. C'est un cri de liberté. Après 1978, les vannes sont ouvertes. Stanley Jordan pousse le concept à l'extrême en jouant sur 2 guitares en même temps, uniquement en typing. Steve Vai et Joe Satriani l'intègrent dans des compositions symphoniques. Tosin Abasi, des Animal as the Leader, aujourd'hui utilise le thumping et le typing polyphonique pour créer un métal futuriste. Le typing n'est pas qu'une promesse technique, c'est l'histoire de musiciens qui ont refusé de voir la guitare pour ce qu'elle était et qui ont décidé de l'imaginer pour ce qu'elle pouvait devenir. Un accident de studio, une astuce de violoniste, une parodie punk, peu importe. Le typing, c'est le moment où la main droite de l'homme a enfin rejoint sa main gauche pour ne faire qu'une seule et même danse sur le bois. Au début des années 70, Eddie et Alex forment un groupe nommé Mammoth. Ils sont bons, ils sont même les meilleurs du quartier. Mais il leur manque 2 choses. Un chanteur qui possède une sono décente et un bassiste capable de suivre leur cadence infernale. C'est là qu'entre en scène David Wheelwright. David n'est pas juste un chanteur, c'est un personnage de BD vivant. Il loue sa sono aux frères Van Halen pour quelques dollars par concert. Un jour, ils se rendent compte que ça coûterait moins cher de l'intégrer au groupe que de lui payer la location. C'est un mariage de raison, qui va devenir une fusion nucléaire. Roth apporte le spectacle, le bagou, et surtout une idée de génie. Changer le nom. Oubliez Mammoth. Appelons-nous Van Halen. Ça sonne comme Santana. C'est puissant. C'est une marque. Peu après, il recrute Michael Anthony, un bassiste dont la voix de tête va devenir la signature harmonique du groupe. Le carré magique est prêt. Le groupe fait ses classes dans les clubs de LA. Le Gazzarys, le Starwood, le Whisky à Gogo. Il joue des reprises, mais il les joue avec une fureur qui terrifie les autres groupes. Eddie joue souvent le dos au public, pour ne pas qu'on lui vole ses techniques de typing. La rumeur enfle.
Il y a un gamin à Pasadena qui fait des sons de vaisseaux spatiaux avec un bout de bois. Une nuit, Gene Simons de Kiss les voit au Starwood. Il est hypnotisé. Il décide de leur payer une démo. Mais le manager de Kiss n'y croit pas. Ils n'iront nulle part, dit-il. Erreur historique. Mai 1977, il pleut sur Hollywood. Ted Templeman, producteur star chez Warner Bros., entre dans le Starwood. Le club est presque vide. Il est là pour voir un autre groupe. Mais quand Van Halen monte sur scène, il prend une claque monumentale. C'était comme voir de l'électricité pure, dira-t-il. Il les signe immédiatement. Le groupe entre au Sunset Sound Recorder en septembre 1977. Pas de chichi, pas de fioriture. Templeman veut capturer l'énergie des jardins de Pasadena. L'album est enregistré en seulement 3 semaines. Presque du live. Un jour, pendant une pause, Eddie s'échauffe dans le studio. Il fait ses gammes, il s'amuse avec ses doigts. Templeman entend ça depuis la régie. Eddie, c'est quoi ce truc? On l'enregistre? Eddie refuse. C'est juste un exercice, c'est pas une chanson. Templeman insiste. Une seule prise, un peu plus d'1 minute de pure magie. Éruption est née. Le disque sort le 10 février 1978. La pochette montre 4 gars aux cheveux longs, une guitare rayée et une attitude qui dit « Poussez-vous, l'avenir arrive ». C'est sur cet album, au milieu de cette déflagration, que se cache notre riff du jour. Un riff qu'Eddie va d'abord traiter comme une plaisanterie. Au milieu des sessions, Eddie apporte un riff. Mais il est gêné. Il a presque honte de le montrer aux autres. Pourquoi? Parce qu'en 77-78, le punk explose. Eddie déteste le punk. Il trouve que c'est une musique de paresseux, sans technique et sans âme. Alors il décide d'écrire une chanson punk pour se moquer du genre. Il crée cette ligne mélodique simple, presque basique. Pour lui, c'est une plaisanterie. Il dira plus tard « J'ai écrit ça pour me foutre de la gueule du punk ». Ça n'avait même pas l'air d'une chanson de Van Halen pour moi. Il attend des mois avant de la présenter au groupe. Il pense que c'est trop bête. Mais quand Alex et David Lee Roth l'entendent, ils s'arrêtent net. Ils sentent ce que le virtuose ne voit pas, l'efficacité absolue. Ce riff n'est pas bête, il est universel. On ne peut pas parler de ce riff sans parler de l'instrument. Eddie a pris une Strat à $50, a creusé le bois au ciseau et a collé un micro Gibson PAF dedans. C'est l'essence même du DI. Elle est couverte de rubans adhésifs et a l'air de sortir d'une déchetterie. Mais elle sonne comme aucune autre guitare. On ne se contente pas d'acheter une guitare en magasin. On la démonte, on la modifie, on mélange les pièces. C'est cet esprit de bricolage génial qui est l'ADN même de la future guitare d'Eddie. Pour obtenir cette saturation qui grésille sans être agressive, Eddie utilisait un variac pour baisser le voltage de son Marshall de 1968 en passant de 110 volts à 90 volts. Les lampes s'écrasent, le son devient un marron chaud spongieux. Altomite du phaser. C'est ici qu'on va casser une idée reçue. Si vous demandez à n'importe quel guitariste quel est l'effet de Van Halen sur son premier album, il vous répondra sans hésiter le Phaser 90. Et il n'aura pas tout à fait tort pour les solos. Mais pour ce riff précis, le secret, c'est le MXR Flanger. C'est cet effet gris, au balayage plus métallique et plus liquide, qui définit la texture de l'intro. Eddie le règle de manière très subtile, presque comme un filtre fixe qui ondule à peine pour souligner chaque note de l'arpège sans le noyer. Pourquoi a-t-on voulu mettre cet effet dans une pédale? Au départ, le flanging est un truc d'ingénieur du son.
On ne pouvait l'entendre qu'une fois le morceau enregistré en studio, en triturant des bandes magnétiques. C'était frustrant pour les guitaristes. Ils entendaient ce son de vague spatiale sur leur disque préféré, mais impossible de le reproduire en direct avec leurs doigts. C'est là que Emixer entre en scène. La marque a été créée par des passionnés qui voulaient offrir aux guitaristes les effets inaccessibles du studio. Avant le flanger, ils avaient déjà sorti le Phase 90 pour imiter les cabines Leslie des organistes. En 1976, avec le modèle 117, ils visent spécifiquement le guitariste qui veut le son d'Abbey Road ou d'Electric Ladyland sous son pied. En utilisant les puces BBD, ils ont réussi à condenser des racks entiers dans une boîte grise. Pour Eddie Van Halen, c'est la pièce manquante. Il ne veut pas attendre le mixage pour sonner comme un extraterrestre. Il veut que son son sorte de son ampli Marshall pendant qu'il joue. En mettant le flanger avant son ampli, il crée une interaction organique. La pédale pousse les lampes et le flanger devient vivant, presque liquide. Et pour finir la texture studio, Eddie a doublé le riff avec un instrument improbable, un sitar électrique choral. Eddie s'en rappellera plus tard en disant « ça ressemblait à une danne électro bon marché ». Ça n'avait même pas le son d'un sitar, ça sonnait juste comme une guitare toute pétée avec des frettes qui buzzent. Mais c'était parfait. C'est ce qui donne ce petit cling, piquant et exotique au début de chaque note. Eddie Van Halen n'était pas un guitariste obsédé par les effets. À la fin des années 70, beaucoup de musiciens commençaient déjà à accumuler pédales et gadgets électroniques pour sculpter leur son. Mais Eddie voyait les choses autrement. Pour lui, le son d'une guitare devait d'abord venir des mains du musicien, de la guitare elle-même et de l'ampli. Les effets ne devaient être qu'un détail. Un jour, il expliquera sa philosophie avec une image très simple. Pour lui, les effets étaient comme des épices dans un steak. Le steak, c'est la guitare et l'ampli. C'est la base. C'est la viande. Les effets, eux, ne sont que l'assaisonnement. Si le steak est mauvais, aucune quantité d'épices ne pourra le sauver. Mais si la viande est excellente, alors un peu d'assaisonnement peut la rendre encore meilleure. C'est exactement la façon dont Eddie utilise ses pédales. Son équipement est étonnamment minimaliste. On y trouve principalement une MXR Phase 90, une MXR Flanger, un Ecoplex pour le délai et parfois une wah-wah. Mais jamais une avalanche d'effets. Parce que pour Eddie, le vrai secret du son se trouve ailleurs. Dans la guitare, dans l'ampli et surtout dans les doigts. Allez, pour que tout le monde puisse jouer ce soir, on va décoder ces réglages. Ne vous laissez pas intimider par les chiffres, on cherche une sensation, pas une équation. Pour l'ampli, un Brit Plexi Jump. Master à 10, c'est l'accélérateur au plancher. On veut que l'ampli transpire, que le son vienne du moteur qui chauffe, pas seulement de la pédale. Basse à 3,8. Pourquoi si bas? Pour éviter le brouillard. Si vous mettez trop de basse, vos cordes graves vont bafouiller. À 4, le son est tight, il est sec et percutant comme un coup de poing. Présence à 8, c'est la clarté. Imaginez que vous ouvrez une fenêtre, ça laisse passer l'air et le brillant des cordes. Le deep edit, le hum et le ripple, ce sont les petits bruits de vie. On les règle pour que l'ampli ait l'air vieux et organique, pas comme un ordinateur trop propre. Le baffle, on va utiliser des 4x12 Greenback 25. Distance du micro, 2 points. On recule un peu le micro pour laisser le son respirer. Si c'est trop près, c'est étouffant. High cut à 6,5 Hz, c'est le filtre anti-abeille. Ça coupe les sifflements désagréables du numérique pour retrouver le son boisé des vieux haut-parleurs. La modulation, un Grey Flanger. Un RET à 1,6 Hz. On passe d'une simple texture à un mouvement audible. À cette vitesse, on entend clairement le cycle du flanger qui respire.
au rythme du morceau, créant ce balayage caractéristique qui anime les notes tenues. Manuel à 7/7. En montant ce paramètre, on déplace la plage de fréquence vers les hauts médiums et les aigus. Ça donne un effet plus aérien et tranchant, typique du son de Van Halen, qui permet à la guitare de ressortir du mix avec une brillance métallique. Le regen à 5/6, c'est le dosage de la réinjection. Ici, il est réglé pour offrir un effet marqué sans devenir caricatural. Il apporte ce côté tuyau ou résonance physique qui donne de l'épaisseur à l'attaque des cordes, renforçant le côté agressif et électrique du riff. La spatialisation. On va mettre un délai à 310 millisecondes. C'est l'écho discret qui donne de la 3D au son sans faire de répétition gênante. On met le trail sur on, c'est indispensable. Quand vous arrêtez de jouer, l'écho meurt naturellement au lieu de se couper net comme une porte qui claque. C'est la touche pro. La reverb, une plate legacy. L'espace tridimensionnel. Decay à 3/5, c'est la durée de la résonance. À 3/5, on obtient une quai de reverb assez longue qui remplit bien les silences entre les notes. Idéal pour donner cette impression de grand studio sans que le son ne devienne brouillon. Un pré-délai à 15 millisecondes. C'est le petit silence avant que la reverb ne se déclenche. Ces 15 millisecondes permettent à l'attaque de la guitare de rester bien sèche et percutante avant d'être enveloppée par l'effet. C'est crucial pour garder de la définition sur les riffs rapides. High cut à 5,6 kHz. On coupe les fréquences très aiguës de la reverb. Ça évite d'avoir un son de casserole ou trop cristallin. Ça rend la reverb plus douce, plus chaleureuse et elle se place naturellement derrière la guitare. Pour terminer, je voudrais vous montrer un dernier détail intéressant. Dans ce preset, si vous regardez le routing, j'ai volontairement séparé l'ampli et le flanger d'un côté et le délai et la reverb de l'autre. Pourquoi faire ça ? Parce que c'est exactement la manière dont on travaille en studio. Dans un studio d'enregistrement, on enregistre généralement la guitare directement dans l'ampli, avec éventuellement quelques effets comme un flanger ou une modulation. Mais les effets d'espace, délai et reverb, ne sont presque jamais enregistrés directement dans le signal. À la place, on les ajoute sur des pistes auxiliaires, qu'on appelle des bus d'effets. Le principe est simple. La guitare reste claire et précise, et on envoie une partie du signal vers un délai ou une reverb séparée. C'est exactement ce que je reproduis ici. L'ampli et le flanger restent sur le chemin principal et le délai plus la reverb sont sur un chemin parallèle. Du coup, comme ces effets sont déjà séparés du son direct, je peux les mettre à 100% weight dans le mix. Le son direct reste propre et les effets viennent simplement s'ajouter autour, un peu comme une pièce acoustique virtuelle. Et si votre matériel ne permet pas ce routing, évidemment, tout le monde n'a pas un multi-effet qui permet de faire ce genre de séparation. Dans ce cas, il suffit d'utiliser la méthode classique. Vous placez délai et reverb dans la boucle d'effet de l'ampli et vous réglez le mix autour de 20 à 40%. Pourquoi ? Parce que cette configuration, le signal dry et l'effet sont mélangés dans la même pédale. Si vous mettez le mix à 100%, vous entendrez que des répétitions du délai ou de la reverb. Donc, routing parallèle comme ici, délai reverb 100%, chaîne classique de pédale, délai reverb 20 à 40%. Au final, c'est une petite astuce de production, mais elle change beaucoup de choses. Le son reste plus clair, plus large et plus professionnel. Exactement comme dans un mix de studio. Avant de plonger dans cette petite analyse, un petit détail crucial. Pour sonner comme sur l'album, il faut vous accorder un demi-ton plus bas, en mi bémol standard. Le riff repose sur 3 accords. La mineur, fa, sol. Un 1, 6, 7. On est en la mineur, ce qui donne le côté sombre. Mais les 2 autres accords, fa et sol, sont majeurs. Le fa apporte de la puissance et un côté épique. Et sol crée une tension qui nous pousse à revenir au début. Donc clairement, on pense ce morceau comme un mode aéolien. Allez mes petits riffologues, on y va pour le riff de Ain't Talking About Love de Van Halen. Donc, on va avoir 3 accords. À la mineur, un fa, ou juste les 3 dernières notes d'un accord de fa. Si on joue en entier, ce serait comme ça. Mais on va juste avoir besoin de ça. Les 3 notes qui sont sur les 3 dernières cordes de la guitare. Et un sol. Donc, la mineur, fa, sol. C'est tout ce qu'on a besoin pour faire le riff. Donc on va commencer à jouer l'arpège.
Tout d'abord, la corde de La vide, qu'on enchaîne avec la corde de Ré. Ensuite, on va revenir sur la corde de Si et Sol. Et pour finir, la corde de Mi. Ce qui nous donne comme arpège. Je le rejoue. C'est l'arpège de La. Ensuite, on va passer sur l'arpège de Fa. L'arpège de Sol. Et on finit par le petit gimmick. Donc je le rejoue. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, simple. Entendons-nous bien. La difficulté, ça va être d'enchaîner ces arpèges à une bonne vitesse et pas s'emmêler en fait dans les positions. C'est pour ça que la deuxième partie, on va regarder plus attentivement le jeu du médiator pour essayer d'optimiser son jeu de médiator pour que l'arpège soit fluide et découle naturellement. Donc je le rejoue une dernière fois. Et maintenant, on va s'attaquer particulièrement à la main droite. Donc là, on va être focus sur notre main droite. Donc pour l'arpège de La, on est focus sur notre main droite. Arpège de La. On descend sur la corde de La et sur la corde de Ré. Donc, 2 mouvements en bas. Pour la corde de Si et de Sol, on va les attaquer en remontant. Et pour la corde de Mi aigu, en redescendant. Donc je rejoue. Pour la corde de Fa, on va remonter la corde de Mi et de Si. Par contre, sur la corde de Sol, on va attaquer vers le bas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on veut réattaquer vers le haut ensuite. Sur la corde de Sol, on va remonter. Et donc on voit qu'on suit un mouvement logique de haut vers le bas pour pouvoir enchaîner ces arpèges rapidement. Si je reprends sur le Fa. Ensuite, on attaque la corde de Mi grave, la corde de Sol, enfin la note Sol à la 3e case, qu'on attaque vers le bas, et toujours vers le bas. Donc ce mouvement d'aller et retour qui n'est pas systématique va nous permettre de jouer ces arpèges d'une manière beaucoup plus fluide. Au début, ça va demander un peu d'entraînement, mais une fois que l'habitude sera prise, les arpèges vont découler beaucoup plus naturellement. Je remonte à une vitesse moyenne. Et voilà comment ça s'enchaîne. Donc on voit bien qu'à chaque fois, il y a une raison. Si on remonte ou si on descend. Ici, on suit le mouvement. C'est 2 cordes contiguës. Donc on descend. Ici, on les remonte. Donc on fait un mouvement vers le haut. Ici, on redescend parce qu'on sait que sur le Fa, on va remonter. Donc ça fait un mouvement d'aller-retour. Comme on va remonter sur la corde de Sol, et bien ici on va le descendre pour être dans le bon mouvement. Remonter sur Sol. On redescend
sur l'accord de mi grave. On redescend au corps. Et là, on fait que des mouvements descendants. Et ce mouvement va nous permettre d'être beaucoup plus fluide dans l'arpège. Maintenant, deuxième chose importante dans ce riff, à la main droite, c'est que non seulement le jeu du médiator haut-bas va être intéressant pour gagner en fluidité, mais Van Halen le joue légèrement palmuté. C'est-à-dire qu'on a la paume de la main qui touche les cordes pour pouvoir les étouffer un petit peu et avoir beaucoup plus de précision en fait dans l'arpège. Ça évite que toutes les cordes résonnent et que ça fait une sorte de brouhaha sonore. Donc là, on va maîtriser chaque note avec le palmute, ce qui va nous donner... Voilà. Cette dernière partie est importante. On va travailler d'abord l'arpégiation, le jeu du médiator pour être à l'aise. Et une fois qu'on sera à l'aise là-dessus, sur le changement d'accord, sur le placement et le déplacement plutôt du médiator, on pourra s'attaquer à cette dernière partie qui va rendre le riff encore plus précis. C'est le fait de bloquer légèrement les cordes, de faire un léger palmute avec la paume de la main. Et voilà, on a terminé le morceau Ain't Talking About Love de Van Halen. Ain't Talking About Love, c'est le paradoxe ultime. Un riff né d'un mépris pour la simplicité qui est devenu la définition même de l'efficacité rock. Eddie Van Halen voulait prouver que le punk était facile. Il a fini par prouver que son génie pouvait tout transformer, même une blague, en monument éternel. Il a pris la grisaille de 1978, il y a ajouté du ruban adhésif, un coup de flanger, et pas de phaser, bien senti et une énergie solaire. Et il a ouvert les portes des années 80. Alors la prochaine fois que vous jouerez ces quelques notes en la mineur, ne cherchez pas la virtuosité, cherchez l'attitude. Et pour le prochain épisode, on descend dans le sud profond, là où le ciel est toujours bleu, là où on répond vertement à un géant du folk canadien et où 3 accords ont suffi à bâtir un hymne immortel. Si vous avez la réponse, ne la soufflez pas en commentaire. On se retrouve au Dabo. Et si tu veux continuer à comprendre pourquoi certains riffs nous marquent à vie, abonne-toi à Riffologie Culte.